Merci de nous rejoindre pour cette seconde session de cette cinquième conférence. Donc, je suis Constance Torelli. J'ai animé la session d'hier. Donc, au nom de l'équipe d'organisateurs, nous tenons encore une fois à nous excuser pour tous les problèmes techniques que nous avons rencontrés hier et la façon surtout dont nous avons tous été éjectés en fin de session. C'était un peu abrupt et nous en sommes encore une fois désolés. Euh, je pense que ces problèmes sont réglés aujourd'hui et tout devrait bien se passer, nous l'espérons. Hier, nous avons eu 3 présentations du Maroc, NSAE de Dakar et la BCEAO, ce qui était extrêmement intéressante et variée à la fois sur les thèmes sur lesquels on portait ces enquêtes et sur la façon dont les échantillons étaient tirés. À la fois l'NSAE, c'était à propos le plan de sondage était tiré de fichiers administratifs et les 2 autres présentations avaient comme plan de sondage une enquête de référence. Donc évidemment, comme vous l'avez bien compris hier, les travaux sont encore en cours. Donc les échanges qu'on a pu avoir hier, je pense, ont contribué en tout cas à nourrir les réflexions pour les différents intervenants, à nourrir les réflexions, en tout cas, travail pédagogique aussi, sur les questions méthodologiques. Pardon, Donc, Constance, oui, excusez-moi. Oui, oui. les sons, c'est un peu faible. Votre micro, Ah, c'est et est-ce que là, ça va mieux? un peu mieux, oui. Un peu mieux. Oui. Ok. Donc, je disais que je ne sais pas du coup si tout le monde m'a entendu, mais en tout cas, on s'excuse pour la façon dont on s'est arrêté hier. C'était des problèmes techniques. On a eu aujourd'hui, tout devrait bien se passer. Hier, on a eu 3 présentations intéressantes à la fois sur les thèmes sur lesquels on portait les enquêtes, dont les travaux sont encore en cours, les travaux méthodologiques. Et je pense que les échanges que nous avons eus hier ont pu contribuer en tout cas à nourrir les réflexions des uns et des autres sur ces questions. Je rappelle que les présentations se trouvent sur le site de Paris 21. Là, nous allons avoir 3 autres présentations, mais je vais laisser la parole à mon collègue Olivier Gourdon qui va animer cette session. Je rappelle aussi que vous pouvez, n'hésitez pas surtout à poser des questions pendant les présentations, évidemment, dans la boîte questions-réponses et à la fin, nous aurons une séance de questions et des réponses des intervenants. Je laisse la parole à Olivier. Merci. Oui, bonjour. Alors, j'essaye pareil de démarrer la vidéo, mais apparemment ça ne fonctionne pas. Donc excusez-moi. Merci Constance. Donc effectivement, dans la continuité de la session d'hier, nous allons commencer par un retour d'expérience de l'Institut national de statistique de Tunisie sur l'enquête qu'ils ont menée par téléphone sur l'impact du Covid-19 sur les conditions de vie des ménages. Puis nous allons aborder une deuxième thématique, celle de la conduite d'une enquête par téléphone en l'absence de base de sondage, où nous accueillerons des représentants de l'INSEE, puis du projet Action en appui à la riposte africaine à l'épidémie du Covid-19, projet dit AREACOF. Pour la première présentation, nous accueillons Madame Dora Draïef. Dora, vous êtes directrice des statistiques de la consommation des ménages et l'INS de Tunisie. Vos travaux portent sur la dynamique de la pauvreté et sur l'impact des subventions sur les ménages pauvres. Vous avez participé à la production de la première carte sur la pauvreté en Tunisie, qui a été mise en ligne sur le site web de l'INS et dont beaucoup de données proviennent du recensement de la population de 2014 ainsi que de l'enquête budget-consommation réalisée en 2015. Par ailleurs, vous préparez actuellement la mise en place de la prochaine enquête consommation des ménages, dont la collecte démarre le 12 janvier 2021 et qui durera 12 mois. Madame Draïef, vous avez la parole pour 15 minutes. Merci. Bonjour à vous tous. Merci Olivier. Donc, je travaille en fait sur l'enquête nationale sur le budget, la consommation et le niveau de vie des ménages. C'est une enquête quinquennale qu'on produit tous les 5 ans. Là, je m'excuse pour hier, je n'ai pas pu participer parce que je présentais l'enquête, c'était l'inauguration de la prochaine enquête qui démarre en fait le 12 janvier 2015. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, on le voit. OK. Merci. Donc, l'idée pour l'enquête sur l'impact du Covid sur les conditions de vie des ménages est venue
pendant le confinement. On se lassait d'être confiné, de ne rien faire. Donc, on a dit pourquoi pas faire une enquête, puisqu'on a une base téléphonique, pourquoi ne pas faire une enquête sur l'impact du Covid sur les conditions de vie des ménages. En fait, la base, c'est l'enquête consommation de 2015. On a collecté les numéros de téléphone de 10 000 ménages. Donc, ça nous a servi comme référence, comme base de sondage. On a fait 2 vagues pendant le confinement. On a fait une troisième vague lors du déconfinement ciblé, la 4e vague pendant le déconfinement, après le déconfinement ciblé, et la 5e vague après la rentrée scolaire. Les thèmes ont varié d'un passage à l'autre, selon la conjoncture, selon qu'on jugeait bon. On a fait le comportement préventif, le thème sur le comportement préventif pendant les 5 vagues. On a pris l'activité économique pendant les 5 vagues. La situation financière, on a eu l'idée à partir de la 2e vague de l'introduire dans le questionnaire. Donc, ça a été introduit lors de la 2e, 3e, 4e et 5e vague. On a pris l'enseignement des enfants pendant la 2e vague. C'était plus activité extrascolaire et apprentissage plus que scolarité. Et pendant la 5e vague, on a demandé des questions sur la rentrée scolaire, sur l'attitude des enfants vis-à-vis de la rentrée, leurs craintes, s'ils ont réintégré l'école ou pas. L'accès aux soins de santé, ça a été introduit à la 4e et 5e vague. C'est plus si les répondants avaient eu recours à des soins dans des hôpitaux, oui ou non. L'accès aux biens, aux services, ça a été fait seulement lors de la 1e et 2e vague parce qu'on avait des soucis d'accès aux produits de base et surtout les produits céréaliers tels que la semoule et la farine. Donc, puis ça s'est réglé, donc on a enlevé ce thème-là. L'attitude lors du confinement, c'est pas attitude, c'est l'impact psychologique tel que insomnie, crainte, violence domestique, tout ça. Les aides sociales, ça n'a été fait que lors des 2 premières vagues parce que lors du confinement, le gouvernement a distribué des aides sociales. Donc, la base de données, comme je l'ai dit, c'est l'enquête consommation de 2015, où il y a 25 000 observations. On a demandé le numéro de téléphone, on a une base stable à partir de 2019, parce qu'on a pris un panel à partir de l'enquête consommation, on est retourné voir les ménages en 2018 et en 2019. Donc, la base comporte 5 837 numéros de téléphone. Le premier round de l'enquête, la première vague, on a interrogé 1369 ménages. Mais en tout, le taux de réponse était de près de 80%. Donc, on a obtenu 1032 ménages. Le deuxième round, on est allé réinterroger les 1032 ménages. On est rentré avec 899 ménages. Lors du troisième, c'était 837 ménages. Lors de la 4e vague, 789 ménages. Et lors de la 5e vague, c'est 714 ménages. En fait, dès le départ, on a pour pallier au risque d'avoir un taux de refus élevé, on a suréchantillonné. On avait besoin de seulement 700 ménages pour produire des chiffres représentatifs au niveau national. On avait seulement besoin de 700 ménages. Donc, dès le départ, on a suréchantillonné, on a tiré 1369 ménages. Ça nous a permis d'avoir un échantillon représentatif au bout des 5 vagues. Donc, la base, c'est l'enquête nationale sur le budget et la consommation au niveau de vie de 2015. Les résultats de l'enquête ont été produits au niveau national et par milieu et selon les quintiles de consommation. L'échantillon tiré au départ, c'est 1339 ménages. Les critères de stratification, c'est le milieu, la CSP du chef du ménage et les quintiles de consommation. Parce qu'en réalité, lors de l'enquête consommation 2015, on a toutes les données démographiques et socio-économiques. Donc, chaque ménage tiré lors de l'enquête COVID, on connaît son profil, le milieu de résidence, son niveau d'instruction, sa classe socio-professionnelle, et s'il est pauvre ou pas, et à quel quintile et décile de consommation il appartient. Donc, tous les résultats ont été produits selon ces critères-là.
Donc, on a dû réajuster les pondérations de chaque ménage. Il a ces pondérations a priori calculées sur la base de l'enquête consommation 2015, mais on a fait deux ajustements. Le premier ajustement pour le processus de sélection, c'est bien sûr l'inverse de la probabilité de sélection pour les strates sélectionnées urbain-rural. Et après l'enquête, après chaque passage, on a fait des ajustements des non-réponses. L'ajustement par un facteur inversement proportionnel au taux de réponse au sein de chacun des 12 groupes, de chacun des 12 groupes homogènes, qui sont les dépenses de consommation, les 40% inférieurs et les 60% supérieurs, et un ajustement selon le milieu urbain-rural, et un ajustement selon les régions, nord, centre et sud. Donc, c'est tout. Merci pour votre attention. Merci Dora pour cette présentation. Je rappelle qu'au-delà des questions méthodologiques que vous avez abordées, les résultats de ces enquêtes ont été publiés sur le site de Statistique Tunisie, donc vous pouvez aller les consulter. Oui, pour les 5 passages. Pour les 5 passages. Je vous invite tous à poser vos questions sur cette présentation pour l'échange qui aura lieu en fin de session. Nous allons maintenant aborder une deuxième thématique, celle de la conduite d'une enquête par téléphone en l'absence de base de sondage, tout en s'assurant des critères de représentativité. Pour cela, nous accueillons d'abord M. Stéphane Leglay sur les enquêtes téléphoniques auprès des ménages et la génération aléatoire des numéros de téléphone. Stéphane, vous êtes administrateur de l'INSEE et chef de la division conditions de vie des ménages. Et vous êtes par ailleurs chercheur associé au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations, lié à l'INSERM. Monsieur Leglay, vous avez la parole pour 15 minutes. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, on m'avait demandé de faire une présentation rapide sur les possibilités d'enquêter au téléphone lorsqu'on ne dispose pas d'une base de sondage. Alors, je vais essayer de partager mon écran, voir si je suis suffisamment habile pour ça. Voilà. J'espère que vous voyez la présentation. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Alors voici. Donc, c'est une présentation qui est issue d'un ensemble de travaux qui ont été menés à Santé publique France. Donc, moi, je ne travaille pas pour Santé publique France, hein, mais j'ai collaboré de longue date sur l'enquête qui a servi de support pour cette réflexion, qui s'appelle le baromètre santé. Donc, je tiens à remercier mes co-auteurs Noémie Soulier et Jean-Baptiste Richard, qui ont, eux, travaillé directement sur la base de données pour produire les chiffres. Voilà. Alors, donc vous savez que les enquêtes téléphoniques ont un certain nombre d'avantages par rapport au face-à-face, hein, qui est traditionnellement le mode recommandé dans la plupart des instituts statistiques, lorsque c'est possible. On a notamment un des grands avantages, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir écrire ou de maîtriser les technologies de l'information. Tout le monde sait décrocher un téléphone et répondre à des questions posées à l'oral. C'est un mode de collecte qui est bon marché et puis qui permet un suivi et un contrôle de la collecte, notamment si on dispose de plateaux centralisés pour le travail des enquêteurs. Et ça permet aussi évidemment un recueil informatisé de paradonnées, donc, qui décrivent le processus de collecte en tant que tel, heure et jour d'appel, etc., etc. Donc le téléphone est très très pratique pour un certain nombre de choses. Et on a notamment le fait qu'il y ait des enquêteurs, ça permet d'assurer des questionnaires longs et parfois un peu ennuyeux, et donc on a une bonne qualité d'information. Alors, il y a 2 cas de figure pour mener une enquête avec le téléphone, une fois qu'on est convaincu des attraits de ce mode de collecte. Il y a d'abord le fait de disposer d'une base de sondage, alors qui est le plus riche et la plus exhaustive possible. Donc, en France, par exemple, jusqu'en 2005, on pouvait se servir de l'annuaire des abonnés au téléphone, ce qui est devenu plus difficile par la suite. Donc, une base de sondage, elle permet, dans le cas du téléphone, d'établir un lien entre un numéro et une unité statistique, par exemple le ménage ou l'individu. Et donc, elle permet aussi assez facilement de savoir si la personne n'a pas répondu, s'il s'agit d'un refus, d'une impossibilité à joindre, d'une ligne téléphonique en dérangement, etc. Donc, on a une classification de l'issue du contact qui est relativement simple. Par ailleurs, ça permet d'accéder à des informations auxiliaires, donc le type
de l'abonnement éventuellement, la localisation de l'abonné, les caractéristiques de l'abonné. Voilà. Et donc, ça permet aussi, enfin, d'envoyer une lettre annonce, ce qui permet, dans des proportions considérables, d'augmenter l'acceptation de l'enquête et donc le taux de participation. Alors voilà, dans le cas favorable, lorsqu'on dispose d'une base de sondage, comme un annuaire, ce qu'on peut faire. Alors, évidemment, ça peut être un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, il peut y avoir plusieurs bases. Il peut y avoir une base de numéros filières, la liaison, donc un téléphone classique avec un câble, qui assure une liaison physique à un ménage et une adresse. Et puis, on peut avoir une base de sondage de numéros mobiles, où là, on a une liaison logique avec un individu. Donc, en principe, la base de sondage, elle est bisource, ce qu'on appelle un overlapping dual frame en anglais, parce que, en fait, les individus peuvent être joignables soit par un numéro fixe, soit par un numéro mobile, ce qui complique un petit peu l'affaire. Et puis, en pratique, les bases peuvent être incomplètes. Donc, c'est-à-dire, les abonnés au téléphone peuvent choisir de ne pas apparaître dans l'annuaire, par exemple, ou les annuaires peuvent carrément être très, très déficients par nature. Et donc, on a une base de sondage qui est bisource et incomplète. Donc, ça peut amener à des problèmes. Et par exemple, en France, jusqu'en 2005, dans le baromètre santé de Santé publique France, on avait un fort taux d'équipement téléphonique filaire. 96% de la population, enfin des ménages étaient équipés. On avait un annuaire national centralisé qui était fiable. Et donc, plus de 95% de la population joignable via un numéro filaire. Donc, c'était assez simple. On ne prenait pas en compte les téléphones mobiles qui ne concernaient qu'une toute petite partie de la population. Et puis, on avait des procédures simples de tirage aléatoire. À partir de 2005, on s'est rendu compte, pour des raisons assez pratiques, juridiques, que l'annuaire n'était plus exhaustif et donc on perdait le lien géographique entre l'abonné et le numéro de téléphone. Donc, il a fallu changer de méthodologie et donc on est passé à une génération aléatoire de numéros, bisource disjoint, le disjoint dual frame. C'est-à-dire qu'on génère des numéros aléatoires de numéros fixes, donc filaires, et des numéros aléatoires de numéros mobiles. Et on garde, lors de l'interrogation, on ne va garder que les individus qui ne disposent pas d'un numéro fixe lorsqu'on appelle avec un numéro mobile. Donc, on fait un filtre durant l'interview. Et donc là, on se retrouve avec des générations aléatoires de numéros fixes et mobiles qui permettent de s'assurer que les individus qu'on interroge n'ont aucune chance d'être inclus, puisque on va raccrocher lorsque une personne interrogée au téléphone mobile va déclarer qu'elle est joignable sur un téléphone fixe. Voilà. Et à partir de 2014, la technologie, enfin le procédé a changé encore. On maintient la génération aléatoire de numéros de téléphone pour compenser le fait qu'il n'y a plus d'annuaire. Voilà. Mais on ne raccroche plus lorsqu'on a quelqu'un interrogé sur téléphone mobile qui dit être joignable également sur téléphone fixe, de façon à faciliter les interviews et augmenter le taux de réponse et rendre les choses plus commodes. Alors, voilà la situation actuelle. Donc, on a un overlapping dual frames, génération aléatoire de numéros fixes et mobiles. Et donc, pour se débrouiller avec ça, il faut ensuite calculer des pseudo-probabilités d'inclusion, qui nécessite donc de recourir à un certain nombre de questions dans le questionnaire. Bon, ça, je vais passer, en fait. Voilà. Donc, en l'absence de base de sondage, donc dans le cas que je viens de décrire, il faut faire un certain nombre de choses pour pouvoir calculer des pseudo-probabilités d'inclusion et donc pondérer l'échantillon de répondants. La première chose à faire, c'est de s'assurer de la joignabilité de la population via le téléphone. Il serait un petit peu extravagant de vouloir extrapoler les résultats d'une enquête téléphonique à l'ensemble de la population si une toute petite partie de la population est couverte par le téléphone. Donc, on parle d'une couverture théorique, c'est le taux de ménage ou d'individus équipés, donc joignable théoriquement par un téléphone. Et après, il y a une couverture pratique, c'est-à-dire que dans certains pays, notamment en France, on s'aperçoit de plus en plus que les gens ne répondent plus au téléphone, donc tout le monde ne décroche pas. Donc, il faut avoir une idée quand même de cette couverture théorique et pratique par d'autres moyens que l'enquête qu'on veut mener, évidemment,
pour savoir à quel point on peut extrapoler les résultats qu'on obtient à l'ensemble de la population. Donc, ceci étant fait, ensuite, on doit, à partir des réponses des individus contactés au téléphone, constituer, calculer des pseudo-probabilités d'inclusion. Il faut reconstituer le lien entre l'unité interrogée, donc l'individu ou le ménage, et l'unité statistique de la base de sondage. C'est-à-dire, en fait, faire comme si on disposait d'un téléphone filaire et qu'on avait vraiment un lien physique entre l'individu interrogé et son numéro. Alors, voici comment on fait. Donc, on génère des numéros aléatoires, je l'ai dit. Donc, on va reconstituer une base de sondage de numéros. Alors, en faisant un premier filtrage, en France, par exemple, il existe une liste des racines de numéros qui sont ouverts à l'exploitation commerciale. J'imagine que ça doit être le cas dans un certain nombre de pays. Donc, une autorité légale indique aux opérateurs privés quel type de numéro de téléphone ils ont le droit d'exploiter. Par exemple, les numéros en 08 en France ne sont pas des numéros pour les particuliers. Et puis, il peut y avoir, par exemple, des tranches de numéros qui ne sont pas ouvertes à l'exploitation, comme 01, 02, 03, par exemple. Donc ça ne sert à rien de générer des numéros aléatoires sur ces tranches-là qui ne sont pas ouvertes à l'exploitation. Premier filtrage. Deuxième filtrage, on peut utiliser un annuaire des entreprises, s'il y en a un qui existe, pour éliminer des numéros générés aléatoirement qui seraient des numéros d'entreprise lorsqu'on désire interroger des particuliers. Et le troisième filtrage se fera au moment de l'enquête téléphonique, lorsque l'éligibilité du ménage sera vérifiée. Voilà. Et bien sûr, comme on n'a pas d'adresse, on n'a pas de lien, on n'a pas d'identification géographique, donc on ne peut pas faire de sondage locaux avec une représentativité géographique infranationale. Alors, comment reconstituer le lien entre l'individu et le numéro de téléphone qu'on a utilisé? Comment savoir combien de chances les gens avaient d'être interrogés à partir de la liste de numéros de téléphone aléatoires qu'on a générés. Pour ça, on n'a pas d'autre moyen que de demander aux individus interrogés comment ils sont joignables. Donc, il faut ajouter des questions relatives à l'équipement et à l'usage du téléphone dans le questionnaire. Donc, l'objectif, c'est de connaître le nombre de lignes utiles pour l'enquête. Ça nécessite de poser 2 séries de questions. Connaître le nombre de numéros fixes et mobiles qui permettent de joindre l'unité statistique, soit le ménage soit l'individu, et connaître la pratique de décroche. C'est-à-dire sur combien de lignes téléphoniques fixes et mobiles l'unité statistique ne décroche jamais lorsqu'elle ne connaît pas le numéro qui appelle. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des stratégies de filtrage systématique, des gens qui ne décrocheront pas lorsqu'ils ne connaissent pas le numéro appelant, ou alors qui carrément ont un numéro fixe, mais leur téléphone n'est pas branché, donc nous, on peut appeler, mais il ne se passe rien. Donc, voici les questions qui sont posées. De combien de numéros de téléphone fixe disposez-vous dans votre ménage? Aucun numéro, 1 numéro, 2 numéros, 3 numéros, et plus. Décrochez-vous ou une personne de votre ménage décroche-t-elle lorsque votre téléphone fixe sonne? Oui, mais seulement lorsque vous connaissez le numéro qui essaie de vous joindre. Oui, sans vous soucier du numéro qui essaie de vous joindre. Non, jamais. Ou non, il ne sonne jamais. Et ensuite, pour votre usage privé, utilisez-vous un smartphone, un téléphone mobile hors smartphone, aucun de ces appareils, et décrochez-vous lorsque votre téléphone mobile sonne, avec les mêmes modalités de réponse que pour le téléphone fixe. Et voici la façon de calculer les pseudo-poids de sondage, ou les pseudo-probabilités de tirage. Pareil. Donc, on a un échantillon filaire, où on a généré un nombre total de numéros filaires, donc ça, c'est la génération initiale. Ça, c'est le nombre de répondants. La même chose pour les téléphones mobiles, cellulaires ici. Et puis, on a l'échantillon combiné et on calcule une probabilité d'inclusion qui est le nombre de répondants, de numéros répondants sur les numéros fixes qu'on a générés, divisé par le nombre total de numéros fixes qu'on a générés, multiplié par le nombre de numéros filaires qui permettent de joindre l'individu, divisé par le nombre d'individus éligibles dans le foyer, par le téléphone numéro I. Et la même chose pour les numéros cellulaires. Donc, dans ce cas-là, on tient compte à la fois du nombre de lignes qui permettent de joindre l'individu et du nombre de personnes qui seraient interrogeables dans le ménage, donc les nombres de personnes éligibles, ce qui permet de calculer précisément une probabilité de tirage de chaque individu, donc un poids ici.
Voici comment on fait. Et donc, juste pour terminer, quelques remarques critiques sur cette méthode. Il vaut mieux disposer de la proportion de ménages ou d'individus équipés de lignes fixes et mobiles dans la population pour décider de la part de numéros mobiles à générer. En France, par exemple, on n'a pas véritablement de répartition précise du nombre de personnes qui ne sont joignables que par téléphone mobile ou que par téléphone fixe, et donc du nombre d'abonnements même en numéro filaire ou en numéro cellulaire. Et ici, j'ai laissé LL, c'est pour landline, j'ai oublié de changer, c'est le numéro fixe en fait. NF. Si possible, il faudrait connaître en amont la proportion d'abonnements d'entreprises, qui sont souvent des hors-champs quand on fait des enquêtes ménages. Et puis éventuellement la ventilation des abonnements fixes et mobiles par critères sociodémographiques et géographiques, si on peut avoir ça par des sources externes. Bon, ce n'est pas toujours facile de disposer de ces choses-là. Par exemple, pour le baromètre santé, en 2017, 27 000 personnes interrogées, il y a eu 60% de numéros générés qui étaient des numéros de mobile et 40% qui étaient des numéros fixes, sans aucune justification sur cette répartition. Donc, ça pose question, il peut y avoir des biais résiduels parce qu'on n'aurait pas choisi la bonne proportion de numéros qu'on peut ne pas connaître par avance, hein, mais ça peut être important pour le redressement, puisque les populations équipées d'un seul des deux types de téléphones peuvent être particulières. Enfin, lorsque on n'a pas de base de sondage, il n'est pas possible de faire une correction de la non-réponse totale avant le canage. C'est-à-dire que, comme on ne dispose d'aucune information sur les non-répondants, puisqu'on n'a pas de lien on n'a pas d'informations géographiques, d'informations sur le type d'abonnement, etc., des numéros qu'on a générés, on ne peut faire qu'un redressement direct par calage. Voilà. Mais il faut encourager l'usage de variables géographiques dans la post-stratification et le calage, si on en a, pour essayer au mieux coller à la réalité du terrain. Bon, voilà, donc ça pose un certain nombre de questions et ça nécessite d'obtenir des informations additionnelles, exogènes, pour faire un redressement correct et même calculer ces fameuses pondérations ou pseudo-poids de sondage. Et enfin, la dernière difficulté, alors, qui est un peu rhétorique, mais qui pose quand même question, c'est la difficulté, voire l'impossibilité de calculer un taux de réponse. Parce que lorsqu'un numéro ne répond pas, on ne sait pas si c'est un numéro qui est valide ou un numéro qui est un numéro qui ne sert à rien, parce que la personne filtre systématiquement, ou si c'est un numéro de commande numérique d'appareil domotique, par exemple. Voilà, donc ça pose des questions et il faut donc utiliser, notamment, on recommande les grilles de l'American Association for Public Opinion Research, l'APOR, pour calculer les taux de réponse. Voilà ce que je voulais vous dire. Et si vous voulez aller regarder en détail la méthode du baromètre santé 2017, elle est en ligne à cette adresse sur le site de Santé publique France. Je vous remercie. Merci Stéphane pour cette présentation où on voit bien les avantages, mais aussi les limites et les difficultés méthodologiques de cette méthode. Méthode très utile lorsqu'on n'a pas de base de sondage préexistante. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la partie Q&A en bas de votre écran et Stéphane pourra y répondre tout à l'heure après notre dernière présentation. Qui est justement un exemple d'application de cette méthode de tirage aléatoire avec l'enquête réalisée au Sénégal dans le cadre d'un projet de recherche mené par une équipe multi-institutionnelle de France et du Sénégal. J'accueille M. Zoumana Traoré. Vous venez du secteur privé, vous êtes président de Cloud EOS en France et d'Africa 6 au Burkina Faso. Vous êtes ingénieur en télécommunications et concepteur de logiciels et de plateformes digitales dans différents domaines, comme la santé et la sécurité routière, en France et dans de nombreux pays d'Afrique. Vous avez occupé chez Orange et Dassault Systèmes divers postes à la recherche et au développement. Votre société est actuellement partenaire technique du projet de recherche mené par l'Institut de recherche pour le développement, intitulé « Action en appui à la riposte africaine à l'épidémie du Covid-19 ».
dit Ariakov. C'est un projet financé par l'Agence française de développement dans le cadre de l'initiative Covid-19 Santé en commun. Je vous laisse la parole, Monsieur Traoré. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Vous me dites si c'est bon pour vous. C'est bon. Vous pouvez mettre en plein écran, voilà. Merci. Impeccable. Alors, je vais bouger la barre qui est restée en plein milieu. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Merci pour cette invitation. Effectivement, cela nous donne l'opportunité de partager un petit peu ce qu'on fait et aussi d'en savoir un peu plus sur les autres enquêtes et méthodologies qui sont aussi pratiquées par nos confrères sur d'autres projets, d'autres pays. Je suis particulièrement heureux en fait que nous passions derrière Monsieur Léglé parce que effectivement, on est sur le même périmètre d'enquête par téléphone en l'absence de base de sondage. Mais l'avantage de sa présentation, c'est qu'il a abordé tous les aspects à faire avant d'attaquer l'enquête, donc tout ce qui est état de l'art, historique de la technologie et aussi correction. Donc nous, notre présentation va porter le focus en fait sur l'aspect pratique. Donc, comment est-ce qu'on réalise vraiment ce type d'enquête, avec quels outils, quelle technologie, quelle méthode aussi, et quels chiffres à la fin, et effectivement, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon. Donc, c'est une étude de cas dans le cadre du projet Ariakov que vous avez très bien introduit. Le but du projet, alors je passe là. Le but du projet, c'est d'appuyer un certain nombre de pays dans le cadre de leur riposte contre la Covid-19, une initiative financée par la France, effectivement, avec plusieurs acteurs associés, donc le monde de la recherche, des instituts de santé publique, des partenaires aussi privés comme nous sur l'approche sur l'aspect technologique. Et donc, le but du projet, en fait, c'est d'étudier l'acceptabilité des mesures mises en place, en fait, par les différents gouvernements dans leur lutte contre la Covid-19 sur plusieurs pays. Donc, il y a le lien, si vous voulez en savoir plus, sur nos pays d'intervention. Concrètement, nous devions mener une enquête. Alors, de quelle sorte? L'enquête devait être téléphonique, vu la situation sanitaire. Ce type d'enquête est particulièrement intéressant, en plus évidemment des autres avantages que mon prédécesseur vient de lister. Et l'enquête devait ensuite avoir un échantillonnage aléatoire et une couverture nationale. Évidemment, nous ne partions pas dans les meilleures conditions avec une base nationale de téléphone mobile, donc une base de contact déjà disponible. Nous partons vraiment de zéro. Et ça, c'est le cas sur tous les pays sur lesquels nous avons opéré dans le cadre de ce projet-là. Et avec une contrainte de pouvoir avoir une représentativité nationale par une approche de quota. Évidemment, on doit faire tout ceci en s'intégrant dans les contraintes éthiques et juridiques en matière de protection de données, de droit à l'information, de droit à la rétractation, etc. Donc, le but du jeu, c'était d'enquêter des gens, mais aussi de leur permettre de savoir déjà pourquoi on les enquête et aussi de dire non éventuellement parce qu'ils ne souhaitent pas faire partie de cette enquête-là. Donc, voici les contraintes qu'on avait au début qui sont somme toute des contraintes classiques en fait, qu'on a sur pas mal de projets d'enquête téléphonique de ce type-là. Alors, la particularité par rapport à ce que mon prédécesseur vient de dire, c'est que sur le périmètre africain et aussi sur beaucoup de territoires français, la configuration, elle est différente. C'est-à-dire que le taux de pénétration du mobile est tel que, finalement, les lignes fixes sont à exclure parce que leur poids en termes de volume, en fait, n'est pas significatif dans pas mal de pays. Donc, notre focus a été vraiment sur les téléphones mobiles. Donc, on n'est pas sur les mêmes problématiques du même sujet statistique qui peut être joint par deux canaux différents, mobiles et fixes, mais vous allez voir, les problématiques sont un petit peu similaires parce que finalement, en Afrique et aussi sur encore beaucoup de territoires français, on va se retrouver en fait avec des individus qui ont plusieurs lignes mobiles. Donc, la même problématique peut être translatée et traitée de manière similaire, mais le cœur du problème, il est différent. Donc, évidemment, tout ce qu'il a dit va s'appliquer avec, par contre, des adaptations. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, les présentations vont être assez complémentaires dans la mesure où nous, on va porter le focus sur vraiment comment enquêter sur une base mobile, en fait.
Donc, dans le cadre du Sénégal, là, on avait prévu des quotas donc, géographiques, effectivement, avec les quotas géographiques, là, c'est ceux que je montre en rouge. Et tout le long de l'enquête, ce qu'on a réussi à obtenir sans dépassement en termes de quotas, ça va être en bleu. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas arrivé jusqu'au bout, mais il y a certains quotas que je qualifie, moi, de quotas de niche, qui sont de plus en plus difficiles à atteindre à la fin de l'enquête. Vous allez le voir, les graphiques sont assez explicites là-dessus. Et donc, c'est juste, il y a un arbitrage de coûts. C'est-à-dire qu'on peut continuer les appels jusqu'à les avoir, mais par finir, c'est le budget qui va en pâtir. Donc, à un moment donné, il a fallu prendre une décision pour s'arrêter. Et donc, c'est pour ça que nos cercles bleus ne sont pas tout à fait de la même taille que les cercles rouges. On ciblait 1000 personnes, on en a obtenu 810. Donc, dans mon discours, je vais arrondir je vais prendre le 900 juste parce que j'ai du mal à retenir le 810, quoi. Donc, voici un petit peu la couverture qu'on a en fait en termes de représentativité sur le Sénégal, sur les différentes villes, etc. Dans l'approche, comment est-ce que nous avons effectivement mené ces enquêtes-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une plateforme qui a divers composants qui permettent à la fois de gérer les aspects téléphoniques, donc les aspects échantillonnage, qualification, information, mais aussi les aspects composition des numéros et réalisation des enquêtes. Donc, tout se passe vraiment de manière digitalisée et à la fin, on a une base d'enquête, donc vraiment les formulaires qui sont remplis et on a une base de métadata, de métadonnées que M. Legley a aussi abordé sur tout ce qui est chiffres, connaissances sur les aspects télécom. Donc, la durée des enquêtes, le taux d'échec, le taux de décrochage, le taux d'humain, ce genre de choses, et le volume d'enquête, enfin le volume de numéros générés et versus le volume d'appels qu'il a fallu faire pour arriver à justement avoir la représentativité au final. Donc là-dessus, de façon globale, en fait, c'est cette plateforme que nous avons. Elle est dotée d'un générateur d'appels. Donc le générateur d'appels, c'est celui-là qui va être en charge de prendre le plan de numérotation nationale de chaque pays. C'est en fait ce que les autorités de régulation de chaque pays indiquent comme étant la structure des numéros ouverts à la commercialisation dans chaque pays. Donc, c'est quelque chose qui se trouve assez facilement sur les sites de tous les opérateurs, enfin tous les régulateurs télécoms de chaque pays, donc les autorités nationales de régulation des télécoms. Vous y allez, vous retrouvez le dernier plan de numérotation nationale et à travers ça, vous pouvez avoir la structure des numéros que vous voulez enquêter et par là, faire votre génération d'appels. Alors, ce qu'il y a d'intéressant en fait dans notre approche, c'est qu'on a développé un module en fait qui est un générateur universel. C'est-à-dire qu'il est capable, sur un certain nombre de pays qu'on couvre, de générer assez facilement les numéros parce qu'il suffit de lui dire le pays et le nombre de numéros que vous voulez, il le donne, mais aussi parce que c'était une des difficultés qui avait été observée sur d'autres projets. Les chercheurs utilisent des scripts dans des logiciels de statistiques à chaque fois pour générer cette base-là. Évidemment, tous les projets n'ont pas cette capacité ou des personnes avec ces compétences pour pouvoir faire ce code-là qui va générer. Donc, on a fait un générateur aléatoire universel avec l'IRD et ce générateur, en fait, sur les pays qu'on couvre, automatiquement, on lui dit le pays et il sait générer la liste. Il nous demande combien de numéros on veut et il génère une base unique en prenant en compte effectivement toutes les spécifications techniques qu'on a retrouvées sur les sites des différentes autorités de régulation, mais aussi sur les pays qu'on ne couvre pas dans le cadre d'Ariakov. On a fait un module suffisamment générique qui pose des questions sur la structure des numéros et qui permet toujours de générer une base de numéros de manière aléatoire pour un pays qu'on n'a pas initialement prévu. Ça, c'est intéressant parce que ça permet à n'importe qui, finalement, en termes de projet, de démarrer sans connaissance informatique poussée, mais de pouvoir avancer. Donc ça, c'est quelque chose qui a été réalisé avec l'IRD dans le cadre de ce projet-là. Donc, une fois qu'on a notre base de numéros, parmi cette base de numéros, il y a des numéros qui sont valides et d'autres pas. Je reviendrai là-dessus sur le processus de qualification des numéros valides, donc attribués, et le processus de filtrage, en fait, pour ensuite appeler que le numéro valide. Mais je continue sur l'étape d'après. On appelle ces numéros-là. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'un numéro est composé, le système, en fait, le compose automatiquement en fonction de la disponibilité des enquêteurs. Et quand une personne ou un robot décroche cet appel-là, le système va qualifier s'il s'agit d'un humain ou d'un répondeur téléphonique ou s'il y a un doute.
Et en fonction, il va passer l'appel en fait au call center. Donc, on a des agents qui sont connectés, qui ont des équipements que j'aborderai tout à l'heure et qui vont prendre l'appel et qui vont ensuite interviewer la personne en prenant le soin évidemment de lui demander son consentement. Et ensuite, toute l'enquête est saisie en fonction des configurations, soit sur un ordinateur, soit sur une tablette, et le tout finit dans 2 bases de données, à la fois avec les données d'appel, mais aussi des données d'enquête. Et ensuite, on a un tableau de bord en temps réel, des tableaux de bord même qui s'adaptent au fur et à mesure des appels et qui permettent de suivre les appels. Et ensuite, on a aussi un export brut des données qui permettent aux statisticiens de pouvoir aussi suivre le projet. En termes d'outils techniques, donc comme je vous l'ai dit, on a une plateforme d'enquête téléphonique qui va s'occuper de l'échantillonnage aléatoire, j'en ai suffisamment parlé. Et ensuite, quand on génère un grand nombre de numéros, typiquement au Sénégal, on en a généré environ 31 000. Évidemment, sur ces 31 000, il y a une certaine quantité qui ne sont pas attribués. Donc, ils sont des numéros invalides. Il faut tester ces numéros-là et on a profité de notre engagement d'éthique et d'information pour envoyer des SMS en fait à tous ces numéros et on est capable sur la base du retour des SMS, du statut de livraison des SMS, de savoir quels sont effectivement les téléphones, donc les numéros actifs de l'autre côté. Donc en plus d'informer les gens et de leur dire qu'on va les appeler dans tel cas, ils peuvent refuser de cette manière, on utilise ce canal-là aussi pour savoir quel numéro est effectivement actif et donc quel numéro on va appeler. Et on finit du coup par une liste de numéros et c'est cette liste de numéros qui est composée automatiquement par la plateforme. En pratique, dans les pays, on a un panel de call center, donc des enquêteurs et des enquêtrices qui ont une tablette qui a 2 logiciels, un logiciel de collecte basé sur ODK, Open Data Kit, et un logiciel de téléphonie. Et donc, c'est via ce canal qu'ils reçoivent les appels, ils n'ont pas à composer, et c'est via ce même canal, en fait, cette même tablette qui rentre, en fait, l'interview, et tout est centralisé dans une base de données. On a utilisé 2 modes entre les vagues 1 et les vagues 2. On est passé par des plateforme cloud en France, avec des lignes téléphoniques en France. Et ensuite, le coût était assez important, je vais en parler à la fin. On a ensuite déployé un nouveau mode où on a des terminaux d'appel, donc des passerelles d'appel dans les pays, avec des cartes SIM qui permettent de passer les appels aux tarifs nationaux. Et là, effectivement, ça baisse drastiquement le coût. Mais l'architecture est différente. Et le temps de déploiement aussi est différent. À la fin, on obtient en fait une plateforme de données qui permet d'avoir des tableaux de bord qui suivent en temps réel les enquêtes et les chiffres d'appel, mais aussi l'évolution des quotas. Justement, en termes de tableau de bord, vous voyez là en fait en vert, donc au début de l'enquête, tout va bien parce que le quota n'est pas rempli, tous les quotas sont vides et donc on a beaucoup plus de chances d'avoir des gens au téléphone qui rentrent dans nos critères et donc qui acceptent aussi, ou pas, hein, évidemment, de participer à l'enquête. Et donc, il y a beaucoup de verts au début. Et plus on va vers la fin, donc plus les quotas se remplissent, et plus là, on tombe sur des quotas de niche qui sont difficiles à avoir. Et là, on passe beaucoup d'appels et finalement, très peu de personnes conviennent. Et donc, à la fin, on a beaucoup de rouge et très peu de vert. C'est caractéristique en fait des enquêtes téléphoniques par quota sur des approches complètement aléatoires en fait. Donc, le tableau de bord permet de visualiser ça, mais aussi de l'autre côté, le tableau de bord qu'on a mis en place au Sénégal permettait aussi de suivre 109 variables issues des données d'enquête. Donc, en temps réel, on avait aussi pas mal de choses en fait qu'on était capable de suivre. Alors, vous me dites si je déborde, mais je pense que ça va. Alors, en termes d'outillage technique, effectivement, quand on parle de quotas, il faut aussi avoir une méthode, une approche, des outils qui nous permettent de suivre ces quotas-là en temps réel. Au fur et à mesure qu'on a les gens au téléphone, qu'ils acceptent ou pas, il faut qu'on soit capable de savoir si, à Dakar, par exemple, sur la population de femmes entre 20 et 24 ans, on a le nombre de personnes qu'on souhaite. Parce qu'évidemment, on est sur de l'aléatoire. Le système va toujours continuer à composer le numéro parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber. Mais il faut être capable de dire aux enquêteurs et aux enquêtrices, tel quota est rempli, si vous avez la personne au téléphone, remerciez-la poliment et on passe à l'appel suivant. Et donc, on avait un système qui était capable effectivement de suivre les quotas en temps réel et le superviseur utilisait ça pour piloter les enquêtes, quoi. Donc, de manière concrète, au Sénégal, donc à Dakar, sur la première vague d'échantillonnage de recrutement, on est parti d'un fichier de numéros aléatoirement généré de 30 603. On a envoyé des SMS éthiques et d'informations à toute cette base, à toute cette liste. Et ensuite, on a recueilli 10 931 numéros supposés valides via le retour de ces SMS et aussi une deuxième méthodologie qu'on a développée par après qui s'appelle le HLR Lookup, qui est un terme télécom qui permet de valider
qu'un numéro est attribué de manière silencieuse, sans lui envoyer un SMS. Donc, on couple ces deux méthodes-là pour être un peu plus efficace. Et en termes de performance, on arrive à 30% du coût de réduction sur la qualification des numéros valides. Donc, une fois qu'on a cette base de numéros valides, on l'injecte dans l'automate qui, lui, passe les appels. Alors, ce qui est intéressant dans notre approche, c'est qu'au début, on n'avait pas mis de message audio spécialisé, donc en Wolof au Sénégal, qui briefait les gens sur pourquoi on les appelait. Et donc, on a eu des taux de raccrochage. Assez rapidement, on a réagi le deuxième jour, je pense, et on a mis un message audio enregistré simplement par une enquêtrice sur un téléphone Android. Et ça a boosté de manière considérable le taux d'acceptation finalement au mobile. Et donc, une fois que les gens sont appelés et qu'ils décrochent et que c'est des humains, le système leur joue cet audio-là d'information et ensuite, ils sont mis en relation avec un opérateur humain. L'opérateur humain demande ensuite leur consentement. Donc, depuis cette étape de 10 931, on est passé à 6 576, puis un certain nombre de personnes ont immédiatement raccroché. On a eu 1441 personnes qui ont été mises en relation avec des opérateurs humains. On a demandé leur consentement, et quand le consentement est acquis, et là, on procède maintenant au remplissage du formulaire. Et là, à la fin, on a abouti à nos 810 personnes qui font partie de notre échantillon final recruté et qualifié. Donc, voici la méthode qu'on a appliquée et les chiffres, évidemment, sur chaque étape. Et on l'a décrit de manière un peu plus détaillée dans un article de blog que vous allez retrouver là. Les quotas au Sénégal, donc les quotas sont issus en fait du recensement général de la population de 2013 et donc ils sont structurés de cette manière-là. Je ne rentre pas dans le détail des chiffres. Et ensuite, le calage sur marge et tout ce qui est correction après sur le taux de non-réponse, ainsi que le tableau de rapport de poids avant et après, a été fait sous cette forme. Là-dessus, il y a mon collègue Ibrahim Agué qui est dans l'assistance. S'il y a des questions là-dessus, il pourra revenir plus en détail sur comment on a fait ça et vous donner plus de détails sur ces aspects-là. C'est quelque chose qu'il maîtrise beaucoup plus que moi, donc n'hésitez pas s'il y a des questions, il est là, il va pouvoir y répondre. Alors, qu'est-ce qu'on a appris finalement de tout ça, quoi? Et qu'est-ce qu'on a comme recommandation pour des gens qui veulent aller dans cette direction-là? Alors, ce qu'on a appris, c'est qu'évidemment, il est possible de pouvoir créer un échantillon national à jour sans base de contact initiale, parce que beaucoup de projets récupèrent des bases qui ne sont pas représentatives, parce qu'ils n'ont pas autre chose, des bases des fois qui datent de 2015, 2013, avec des numéros qui ont été réattribués, des numéros qui sont erronés. Voilà, c'est possible de créer une base de zéro à l'échelle nationale d'un pays avec une représentativité. Et aussi, on a appris que la prévalidation des numéros avant les appels permet de raccourcir la durée d'enquête, en fait. Et aussi, par la même manière, en utilisant les SMS éthiques et d'information, d'informer les gens et de leur donner la possibilité de dire non, je ne veux pas être enquêté. Et effectivement, sur certains pays, on a eu des noms, en fait. Mais dans tous les cas, c'est un canal qui permet quand même d'informer les gens et c'est assez important quand on les appelle comme ça à l'aveugle pour les enquêter. Avoir un automate d'appel réactif est quelque chose d'assez confortable quand même. Donc, quand je dis un automate d'appel réactif, c'est une machine, une plateforme qui regarde combien d'enquêteurs ne sont pas au téléphone et automatiquement, il compose un appel. Et quand tout le monde est au téléphone, bah, il attend. Et dès que quelqu'un aura fini et qu'il aura enregistré, il continue de composer. Donc, ça permet quand même d'avoir une certaine fluidité des enquêtes, de raccourcir les délais et d'avoir un confort pour les enquêteurs parce qu'ils ne sont pas là à composer tout le temps les numéros, etc. Alors, donc pour la première partie, effectivement, pour la constitution de l'échantillon de 810, là, c'est utile parce qu'il y a un grand volume d'appels à passer. Mais une fois qu'on a ces 810 et qu'on fait une cohorte, ce n'est pas nécessaire d'avoir effectivement des plateformes de ce genre. On peut tout à fait se contenter de cartes SIM dans des tablettes pour appeler directement, même si ce n'est pas, encore une fois, confortable et qu'il y a le risque d'erreur, de doublons, etc. Mais voilà, c'est toujours possible à cette étape-là. Et les délais. Alors, les délais pour monter ce type d'enquête, c'est toujours ça le problème aussi. Hein. On veut aller vite, on est sur des situations d'urgence, mais en même temps, voilà, etc. Donc, ce qu'on a appris, c'est qu'avec une plateforme cloud, effectivement, les délais peuvent être en termes de jours. C'est très rapide à mettre en place. Mais le fait d'utiliser des serveurs dans le cloud et des lignes téléphoniques que j'appelle trunk SIP accélère effectivement le délai en termes de jours, mais les coûts sont tels que c'est assez cher. Donc concrètement, pour le Sénégal, la première vague, nous, on a émis des appels de la France et donc on affichait un numéro français et effectivement, ça a soulevé quelques questions de suspicion, quoi. Voilà, il y a ce côté-là aussi
il faut faire attention à ce côté-là, quoi. Du coup, si on ne va pas sur des plateformes cloud et on crée une infrastructure locale dans les pays avec des serveurs et du matériel local, effectivement, les délais sont plus longs. On va sur des semaines, en fait. Et voilà, nous avons expérimenté ces deux approches-là et sommes en train de le faire. La deuxième a l'avantage de réduire les coûts, mais les délais sont plus longs. Et la première a l'avantage d'être plus réactif, mais évidemment, les coûts sont beaucoup plus gros. On a aussi appris en 5 que le message audio d'information en langue nationale permettait de booster l'acceptabilité. Et finalement, qu'il ne faut pas beaucoup plus en termes d'équipement. Une tablette suffit pour faire le boulot, à la fois pour saisir les informations d'enquête, mais aussi pour prendre les appels. Et il fallait absolument un superviseur parce que pour gérer les quotas, etc., avoir tout le monde dans une même salle et quelqu'un qui pilote tout ça, c'est fondamental. Et je finis sur cette publication qu'on a faite en fait sur le magazine de Conversation et sur nos résultats. Et évidemment, ils sont accessibles sur le site du projet Ariakov, sur les sites de l'IRD aussi. Et vous pouvez aussi nous poser des questions. Il y a les collègues qui sont là sur la publication et on se fera un plaisir de discuter avec vous. Voilà, merci. Merci, M. Traoré, pour cette présentation très précise et technique. Je pense qu'elle ne manquera pas d'intéresser l'ensemble des participants pour, comme vous dites, parvenir à avoir une base de sondage en l'absence totale d'une base de contact. Donc, merci à tous les panélistes. Nous allons passer à la séance de questions-réponses. Et je propose de commencer avec les questions qui s'adressent à Dora Draïef, donc sur l'enquête tunisienne, sur l'impact du Covid-19 sur les ménages. Donc Dora, j'ai une série de questions. Je vais commencer par les 3 premières. Alors, avez-vous prévu un 6e passage compte tenu de la baisse du taux de compte tenu de l'attrition et du passage du taux de non-réponse de 23 à 23%, il peut paraître difficile de finir par assurer une bonne représentativité. Ça, c'est la première question. Ensuite, nous avons une question d'Oumar Diop de l'ENSAE. Quelle est la méthode choisie pour calculer les probabilités de réponse? Et enfin, question de Mme Boumba-Wini. Comment avez-vous géré les ménages dont le numéro de téléphone ne passait plus? Ainsi, par exemple, dans le cas d'un déménagement, le questionnaire était-il administré ou non? Dora, vous nous entendez? Bon, apparemment, nous avons un problème technique avec Dora, donc j'espère qu'elle pourra le résoudre. Donc, je propose de passer du coup aux questions qui s'adressaient à Stéphane Leglay. Donc, Stéphane, j'ai 3 questions. Alors, voici la première. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de calage de la non-réponse totale avant le calage. Mais il y a des variables post-stratification géographique si les données régionales existent. Mais quand on a un recensement qui est vraiment daté, peut-on ou pas? Alors là… Je vais répondre sur la première partie. Donc, oui. Si vous m'entendez? Oui. Parfaitement. OK. Donc, en l'absence de base de sondage, on ne dispose pas d'informations sur les non-répondants. Si on génère des numéros de téléphone, la seule chose qu'on a, c'est le nombre de tentatives qu'il faut pour avoir soit un refus, soit un non-contact, soit une réponse. On ne peut pas faire de redressement avec ça. Donc, en l'absence de correction de la non-réponse totale, le redressement de l'échantillon ne se fait qu'en une seule phase par un calage direct, donc qui consiste à caler les réponses des répondants
sur celle d'une population de référence. Voilà. Et donc, comme on n'a pas de critères géographiques applicables lors de la génération de numéros aléatoires, en tout cas en France, parce que ces numéros qu'on va générer ne sont pas régionalisés, ils ne sont pas localisés géographiquement. Il faut générer un grand nombre de numéros déjà pour couvrir le territoire de façon correcte. Mais après, ce qu'on peut envisager de faire, lorsqu'on interroge les répondants, on peut leur demander leur localisation géographique, leur commune de résidence par exemple, ou leur département. Et dans ce cas-là, mobiliser des informations externes pour introduire des cales géographiques dans le calage. Mais en tout état de cause, le redressement de l'enquête ne se fait qu'en une seule étape, par un calage direct, plus ou moins complexe, qui peut introduire de la géographie, mais pas de correction de la non-réponse totale au préalable. Merci Stéphane. Merci pour cette réponse. Donc j'ai une deuxième question de Momar Silla. Y avait-il possibilité de travailler avec les services de téléphone pour l'identification des unités à interroger? Alors, c'est très compliqué en France. Il se trouve que j'ai effectivement fait une chose comme ça pour... alors, pas pour identifier les numéros de téléphone a priori, ce qui serait envisageable. On pourrait envisager, par exemple, de sommer la dizaine d'opérateurs téléphoniques présents sur le territoire métropolitain en France, de nous fournir leur liste d'abonnés et ensuite de tirer des numéros aléatoirement dans cette base. Ça, ce serait possible. Théoriquement, en pratique, c'est impossible à faire parce qu'ils n'ont pas d'obligation de nous fournir des numéros. Donc, on renonce à faire ça et on génère directement aléatoirement des numéros. En revanche, il est possible, enfin, il a été possible au moins une fois, puisque je l'ai fait, de qualifier les numéros dont on n'a pas pu avoir de réponse. C'est-à-dire que lorsqu'on génère des numéros aléatoires, on a des numéros qui sont des vrais numéros, il y a des gens qui répondent, il y a des gens qui ne répondent pas, qui refusent. Et puis, il y a des numéros qui sonnent dans le vide et on ne sait pas quoi en penser. On ne sait pas si ce sont des ménages qui filtrent les appels. On ne sait pas si ce sont des commandes domotiques, par exemple des volets roulants, une alarme ou une porte de garage qui peut être déclenchée à distance grâce à des numéros de téléphone, ça peut arriver. Ou de façon plus commune encore, des numéros de téléphone qui correspondent à des cabines d'ascenseur, par exemple. Donc ça, on n'en sait rien du tout. Et on identifie assez mal le type de numéro grâce aux machines. Par conséquent, on peut envisager, pour ce gros volume de numéros dont on n'a pas qualifié le type, savoir si ce sont des numéros de ménage ou pas, s'ils sont dans le champ ou pas, on peut envisager de les faire qualifier par des opérateurs téléphoniques pour savoir si ce sont des numéros qui sont utilisés par des gens, en moyenne, et non pas au niveau individuel, ligne par ligne. Et c'est ce qu'on a pu faire. On avait montré que 55% des numéros étaient des numéros en fait, qui ne servaient à rien, qui ne prenaient pas d'appel, de façon générale, indépendamment de l'enquête. Donc, ça permet de mieux calculer le taux de réponse de l'enquête, mais en aucun cas, ça ne permet de changer son redressement. Voilà, donc vous pouvez envisager de contacter les opérateurs téléphoniques soit en amont pour obtenir une liste d'abonnés ou au moins une liste de numéros de téléphone d'abonnés, soit de faire qualifier des numéros injoignables, soit au niveau individuel, soit au niveau collectif, en termes de marge, pour améliorer soit votre tirage, soit votre calcul de taux de réponse. Je me permets d'apporter un complément de réponse sur le contexte africain et certains territoires français. Je peux ? Bien sûr. Très bien. Pareil, hein, sur les pays africains et même certains territoires français, c'est quasiment impossible d'avoir une coopération des opérateurs téléphoniques, en tout cas dans les délais raisonnables. On leur demande, vous pouvez leur demander, et en pratique, ils ne vous donneront pas. Et la réalité, c'est que jusqu'à il y a quelques années, en fait, ce n'était même pas possible techniquement pour tous les opérateurs de pouvoir vous dire qui y a derrière tel numéro. Parce que dans les faits, en fait, les numéros sont achetés par des revendeurs au bord de la rue, etc. Les numéros n'étaient pas forcément identifiés. On assiste, en fait, dans l'évolution en télécom, etc., des pays africains et de pas mal de pays d'ailleurs, à un processus d'identification forcée des numéros, principalement pour deux facteurs. Le premier étant, évidemment, les menaces terroristes, etc. On a envie de savoir qui on écoute, qui a derrière quel numéro. Et donc, il y a pas mal de pays, via les autorités, qui ont sommé en fait tous les abonnés
à identifier leurs numéros sous peine de les voir supprimés. Donc, il y a quelques temps, ce n'était même pas possible. Donc, ce n'était même pas la peine de demander. Et aujourd'hui, il y a toujours des pays pour lesquels ce n'est même pas possible, en fait. Donc, dans les faits, techniquement, cette question, voilà, il faut voir dans quel cas est-ce qu'on peut la poser. Et le second facteur qui a amené dans l'évolution des télécoms à pouvoir permettre techniquement de mettre un nom derrière un numéro, c'est le fait que les téléphones maintenant représentent des banques mobiles. Et donc, qui dit argent, dit identification, évidemment. Et donc, aujourd'hui, via ces mécanismes-là, on est capable d'associer un nom, un individu, à un numéro de téléphone. Mais il y a quelques temps, ce n'était pas possible. Donc, aujourd'hui, techniquement, ça l'est, mais toujours est-il que ce genre d'information, c'est un peu comme l'or invisible des opérateurs télécoms. Et voilà, ils ne veulent pas forcément le donner. Donc, ni vous aider à avoir leur base d'abonnés, ni vous aider à pouvoir identifier justement qui y a derrière tel numéro. Merci pour cette réponse à double voix. Stéphane, vous avez répondu à un certain nombre de questions par écrit dans le chat. Oui. Mais si ça ne vous dérange pas de redonner vos réponses, comme ça tout le monde pourrait en profiter. Je vous repose la première. Ouais. Il y avait une question de monsieur Naki-Zénon. Comment est déterminée la taille du nombre de numéros de téléphone aléatoires à générer? Alors ça, c'est le critère pratique, c'est de combien d'argent vous disposez en fait. Avec le prestataire, parce que nous, c'est un prestataire privé, hein, un institut de sondage qui réalisait les enquêtes. Donc, on avait une idée du coût pour 30 000 questionnaires, par exemple, réalisés. Et donc, on génère des lots de numéros aléatoires de taille décroissante. Alors, des gros lots au début, et puis donc, là, schématiquement, la collecte durait 9 mois pour l'enquête téléphonique du baromètre en 2017. Et on a utilisé, je crois, une dizaine de lots. Donc, le premier lot a été des lots de 50 000 numéros. Et puis après, vers la fin, on fait diminuer la taille des lots de façon à faire réaliser deux choses. D'abord, chaque lot doit être exploité de façon exhaustive pour pas qu'il y ait de numéros qui ont été essayés une fois, et d'autres jamais, et d'autres 50 fois de suite. Donc, pas générer de biais de joignabilité, si j'ose dire. Et puis, comme les lots sont exploités de façon exhaustive, si le taux de réponse en moyenne, c'est 30% dans un lot, vous avez, si vous faites 100 000 numéros de téléphone, vous avez 3 000 au début, puis ensuite 3 000, 3 000, 3 000, 3 000. À un moment donné, vous allez vous approcher de vos 30 000 répondants qui correspondent à votre budget. Et donc, les derniers lots de numéros aléatoires que vous avez ouverts, il faut qu'ils soient de plus en plus petits de façon à ajuster pour arriver à peu près au nombre de questionnaires que vous pouvez payer. Alors, en pratique, on ne génère pas des lots successifs, parce que ça voudrait dire qu'on peut retomber sur des numéros qui ont déjà été générés, mais on génère un énorme paquet de numéros et on fractionne ce gros paquet en lots de taille décroissante. Voilà comment on fait. Je précise aussi, j'ajoute un complément de réponse si possible. Bien sûr. Donc, la méthode est la même. En fait, il faut qui peut le plus, peut le moins. Donc, la recommandation, c'est de générer un maximum de numéros possibles. Alors, évidemment, certains peuvent se poser la question du calcul, etc. Je vous donne un ordre d'idée sur un ordinateur, celui sur lequel je travaille, pour qu'il génère 1 million de numéros de nature française, donc des numéros français, il lui faut 2 secondes. Donc, on n'est pas sur ça. En fait, les ordinateurs aujourd'hui sont suffisamment puissants pour que vous ne vous limitiez pas. Donc, premier conseil, générer un maximum de lots, effectivement, de numéros uniques et ensuite découper ce lot. Donc, c'est exactement ce que mon prédécesseur, M. Leglé, vient d'expliquer. Ensuite, on peut aussi avoir un ordre d'idée de la taille réelle, en fait, de l'échantillon théorique versus ce qu'on cherche à avoir in fine en termes de personnes enquêtées. Pour ça, vous pouvez vous appuyer sur deux choses. Déjà, quand vous regardez les derniers rapports de marché des opérateurs télécoms, vous allez avoir une idée très claire en fait de la taille du parc mobile ou fixe. Hein. Je prends l'exemple mobile parce que bon voilà, mais vous allez avoir une idée très précise de la taille en fait du parc. Combien de numéros on a en fait.
Et par rapport au nombre de possibilités qu'il y a, vous allez comprendre qu'il vous faut une chance sur 22, par exemple, pour tomber sur un numéro valide. Je crois que c'est ce qu'on avait retenu en fait pour le Sénégal. Donc, pour avoir un numéro valide, il vous faut en générer 22. Donc, ça veut dire que si vous cherchez 1000 personnes, évidemment, les 1000 ne vont pas accepter. Donc, il vous faut déjà plus de 22 000 numéros. Donc, ça, c'est le second élément qui va vous aider. Le troisième élément, en fait, c'est vous appuyer en fait sur ce que d'autres personnes ont fait. Parce qu'il y a pas mal d'enquêtes qui ont eu lieu, qui vont vous dire notre taux de réponse était d'un tel, notre taux de décrochage était d'un tel. Et donc là, vous allez pouvoir utiliser ces chiffres qui vous donnent, par exemple, 25% de taux de décrochage, plus quelle chance vous avez de tomber sur un bon numéro quand vous en générez de manière aléatoire. Et en combinant, vous allez pouvoir aboutir effectivement à une taille de numéro qui, à la fin, va vous permettre d'avoir les chiffres. Concrètement, nous, on avait tiré sur 33 000 numéros et effectivement, au bout de 30 000, en fait, c'était bon. Donc, on n'était pas très loin. En vous appuyant sur ces paramètres-là, sur ce que d'autres ont fait, etc., vous allez pouvoir approximer. Mais évidemment, générer plus parce que ça ne coûte pas grand-chose de générer, sauf si vous validez aussi ces numéros et auquel cas, valider par petits lots, en fait. Ouais, nous, on avait procédé de façon à peu près équivalente. On avait une estimation a priori grâce au prestataire qu'on avait retenu, qui est un professionnel, qui donc a une idée du taux de numéro utile et du taux de réponse. Et puis, on a fait une répétition générale de l'enquête, un test, qui a permis d'affiner un petit peu le taux de réussite. Et donc, c'est ce qui a permis aussi, au final, de dimensionner les lots. Excellent. Merci pour votre réponse à tous les deux. Alors, nous avons beaucoup de questions. Donc, Stéphane, je vais continuer par les questions auxquelles vous avez répondu par écrit. Mais si vous pouviez faire une réponse plutôt courte parce qu'on a… je ne sais pas si on pourra répondre à toutes les questions. Donc, vous avez une question de M. Nakizénon de la BCEAO. Donc, que représente la variable nombre d'individus éligibles? S'agit-il du nombre d'individus dans le ménage? Alors, presque, c'est presque le nombre d'individus éligibles dans le ménage, mais il faut filtrer sur la tranche d'âge, par exemple, parce que l'enquête visait les 18-75 ans, et donc voilà, les éligibles sont ceux qui sont dans cette tranche d'âge-là. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que pour les fixes, les numéros fixes, c'est ça. Pour les numéros mobiles, c'est l'individu qui possède le numéro et qui décroche. Donc, c'est 1, le nombre d'éligibles pour le mobile, lorsque la personne est entre 18 et 75 ans. Et pour le ménage, ça dépend du nombre de personnes dans la tranche d'âge qui sont joignables par le numéro de téléphone fixe qui est utilisé. D'accord, merci. Il y avait une autre question sur les numéros générés, le problème des numéros non valides et des doubles comptes. Alors, les numéros non valides, ça, ce n'est pas un vrai problème parce que la machine, déjà, on peut en filtrer un certain nombre en faisant, comme a fait M. Traoré, on a une idée des numéros qui sont éligibles grâce aux autorités compétentes. Les racines de numéros ouverts à l'exploitation sont connues à l'avance. Donc ça, on ne génère pas de numéros dans les plages non exploitables. Et puis, par ailleurs, lorsque l'automate d'appel compose les numéros, il sait tout de suite si c'est une ligne active ou pas, enfin fonctionnelle ou pas. Après, il ne sait pas si c'est un ménage ou une entreprise ou de la domotique lorsque ça ne répond pas, mais il sait si la ligne est en activité. Voilà. Et puis les doubles comptes, les doubles comptes, ils sont réglés uniquement lors de l'interrogation du répondant, lorsqu'il va décrire déjà le fait éventuellement qu'il ait déjà participé à l'enquête. C'est pas impossible, on pourrait imaginer. Si on a déjà appelé un numéro fixe que lui a été tiré dans le ménage, et ensuite on en appelle un numéro mobile et on retombe sur cette même personne. Donc ça, c'est le premier truc, mais enfin en pratique, ça n'arrête jamais. Et le deuxième, c'est que le répondant décrit le nombre de numéros fixes et mobiles qui permettent de le joindre. Et c'est ça qui permet d'éviter les doubles comptes. D'accord, merci. Merci Stéphane. Alors, nous avons un participant, M. Sokou Sanson, qui a levé la main tout à l'heure.
Est-ce que vous voulez prendre la parole? Monsieur Sanson? Oui, merci. J'en prie, En allez-y. fait, ma préoccupation est relative aux enquêtes qui ne se basent pas sur des enquêtes antérieures. Au cours de ces enquêtes antérieures, on prend soin d'avoir déjà le relevé des téléphones, bien entendu, mais on prend soin aussi dans le contexte africain de prendre la langue parlée au niveau du ménage, parce que tout le monde ne comprend pas français. Donc là, il faudra développer des stratégies pour que quand on va faire une enquête, il ne fera pas référence à une enquête antérieure. Il y a déjà des numéros de téléphone. On tombe sur un ménage qui ne pourrait ne pas comprendre français. Et dans les enquêtes antérieures, on a pris soin de relever les numéros des ménages. On prenait soin aussi de recruter des enquêteurs qui comprenaient les langues parlées par les ménages. Donc ici, on n'a pas l'information a priori sur la langue parlée par le répondant. Donc, je ne sais pas, c'est vrai qu'au Sénégal, le Wolof est presque parlé par tout le monde, mais ce n'est pas le cas partout. Et comment on pourrait gérer un tel genre de situation? Parce que c'est la limite que je vois à cette opération qui va constituer à prendre des numéros a priori de personnes qu'on ne connaît pas. Merci bien. Je suppose que je peux y répondre. Oui, Oui, allô? oui, vas-y. Hein. Allez-y. Hein. Très bien. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. En pratique, en fait, il y a des pays, effectivement, où la question ne va pas se poser. C'est-à-dire qu'une seule langue permet de gérer. Donc, ça va être en France, par exemple. Il y a d'autres pays où on a un consensus sur la langue majoritairement parlée. Et donc, là aussi, évidemment, la question ne va pas se poser. Mais en pratique, sur le reste des pays, typiquement, il faut déjà veiller à recruter. Déjà, il faut arriver, en fait, à identifier les 3 à 4, on ne peut pas tout couvrir, hein, ça c'est clair, identifier les 3 à 4 langues en fait statistiquement les plus parlées. D'accord? Une fois que vous les identifiez, le but du jeu c'est de recruter un panel d'enquêteurs de sorte à trouver au moins une personne dans ce panel-là qui parle cette langue. Sachant que techniquement, l'appel peut tomber sur n'importe qui. Évidemment, si l'appel tombe sur la personne qui ne parle pas la langue, aujourd'hui, tous les logiciels ont la capacité de faire transférer un appel à mon collègue qui, lui, parle cette langue. Donc, évidemment, on appelle quelqu'un, la personne parle, je comprends tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une langue que moi, je peux parler en tant qu'enquêteur, mais je sais que mon collègue a la capacité. Je regarde s'il est disponible, je lui transfère l'appel. S'il n'est pas disponible, je note l'information, le numéro de la personne et on va rappeler cette personne-là. Aujourd'hui, les plateformes ont généralement aussi ce qu'on appelle des modules de prise de rendez-vous qui permettent d'enregistrer un appel et de pouvoir le passer automatiquement à l'heure prévue ou alors de composer le numéro manuellement. Donc, vous n'allez pas pouvoir tout couvrir dans les faits. Vous devez juste vous focaliser sur les 3-4 langues les plus parlées, recruter votre panel de sorte à couvrir ces 3-4 langues-là, pas forcément avec le même profil, et avoir la possibilité dans la plateforme qui vous aide à faire les appels, de transférer les appels ou alors de prévoir des rendez-vous pour appeler les personnes. Et comme ça, vous allez in fine pouvoir mettre la bonne personne qui parle la bonne langue avec le bon enquêteur. Merci, Monsieur Traoré. Stéphane, vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est très bien. Nous, on n'avait même pas la possibilité de faire ça, bien que on est quand même des gens qui ne soient pas locuteurs du français en France, et on réalise l'enquête qu'en français, ce qui amène un défaut de couverture, hein, parce qu'on a à peu près 3 à 4% de la population qui sera incapable de répondre. Mais cette possibilité-là technique existe, et c'est super de pouvoir l'utiliser à grande échelle. Ouais. Oui, merci pour cette intervention sur ce problème spécifique. Alors, nous avons toujours beaucoup de questions. Monsieur Madior Fall de Afristat a levé la main. Madior, si vous voulez prendre la parole, allez-y. Oui, mais merci Olivier. Moi, c'était juste une des préoccupations que j'ai et que les gens peuvent éventuellement continuer à y réfléchir.
Parce qu'en fait, toutes ces enquêtes, l'entrée, c'est l'individu, quant au fond. Et si, en tant que statisticien, on se pose des questions sur le niveau de vie des ménages et tout ça, c'est juste des questions, des interrogations que je me pose. Comment, à partir un petit peu de ces techniques, on peut arriver à réconcilier l'approche individuelle? Je comprends très bien qu'en termes de santé, ce que fait Stéphane concerne, c'est beaucoup plus individuel. Mais en termes d'autres préoccupations qu'on a, comme les niveaux de vie et tout ça, c'est beaucoup plus collectif. Et si on a un numéro, je pense que dans les enquêtes, dans les questionnaires, le positionnement, on demande le positionnement de la personne qu'on a appelée dans le ménage, ça peut être une solution. Donc, c'est un petit peu des questions qui vont au-delà un petit peu de la technique, parce que la technique, on voit bien que c'est vraiment une approche très, très, très individuelle. Et en fonction de ça, comment réconcilier avec les autres statistiques, en fait, qui sont des statistiques aussi intéressantes. C'est un petit peu ce genre de réflexion que j'aimerais bien qu'on aborde. Donc, c'est le passage d'individu à ménage. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont posé cette question en se posant la question, est-ce que l'unité qu'on a tirée, c'est des ménages ou des individus? Il y a d'autres questions qui sont derrière. Voilà ce que je voulais juste soulever comme question. Merci, Olivier. Est-ce que je peux apporter quelques éléments de réponse? Oui, bien sûr, allez-y. Alors, effectivement, la pondération moi, que je fournis, enfin, dont j'ai fourni un exemple là, dans ma présentation, elle est de niveau individu, mais rien n'interdit de remonter jusqu'au ménage. Là, c'est le questionnaire qui va permettre de connaître, par exemple, le revenu du ménage en tant que tel, qui va permettre de connaître la composition exacte du ménage, et donc notamment le nombre d'enfants à charge, de moins de 14 ans, etc., pour calculer les unités. Le nom m'échappe là, mais qui va donc permettre les unités de consommation et donc calculer un niveau de vie. Ce genre de choses. Donc, le passage de l'individu au ménage n'est pas très compliqué à partir du moment où il est pensé en amont et intégré dans le questionnaire. Et dans ce cas-là, ça veut dire que la pondération individu, elle peut être aussi modifiée, enfin pas modifiée, mais elle peut être doublée d'une pondération ménage qu'on peut recalculer à ce niveau-là. Ça veut dire qu'au niveau ménage, il faut recalculer les possibilités que l'ensemble du ménage a été joint. Alors ça, pour la partie numéro fixe, ce n'est pas un problème puisqu'on considère que tous les membres du ménage sont joignables par un numéro fixe. En revanche, pour les numéros de mobile, bah, ça implique de savoir justement qui, de remonter au ménage, quoi. Et ça, ce n'est pas simple, mais avec, quand on a posé les bonnes questions sur l'équipement et l'usage du téléphone, on est capable de faire ça. Merci Stéphane. Alors, juste pour un petit bémol quand même, on est capable de faire ça, mais néanmoins, ce n'est pas aussi bon et aussi précis que ce qu'on peut faire avec une enquête disposant d'une base de sondage de niveau individu ou ménage, parce que là, en fait, on va procéder par calage sur des données ménages ou par calage sur des données individus, et le redressement est de moins bonne qualité a priori que s'il était fait en 2 temps, comme je le disais. Et donc, si on a le choix, il vaut mieux procéder, il faut faire l'arbitrage, mais il vaut mieux procéder avec une base de sondage pour avoir des choses à niveau ménage ou individu propre. Mais théoriquement, si les données sont de bonne qualité, s'il n'y a pas trop de biais de réponse, il n'y a pas d'obstacle conceptuel à repasser de l'individu au ménage et retomber sur des statistiques qui soient tout à fait bonnes à partir de l'absence de base de sondage. Merci Stéphane pour ces éléments très intéressants. Je voudrais reprendre les questions qui s'adressaient à Dora Draïev, mais apparemment elle avait eu un problème technique. Dora, est-ce que vous nous entendez? Non, apparemment. Donc nous allons je vous propose de passer aux questions qui s'adressent à M. Traoré. Alors, nous avons beaucoup de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de les traiter toutes. Je vais commencer par une première. Elle vient de M. Oumar Diop de l'ENSAE.
Quel est le niveau de représentativité nationale ou régionale de l'enquête? Je trouve les quotas dans certaines régions assez petits, 11 par exemple. Avez-vous pris en compte la stratification par sexe ou par âge? Et enfin, est-ce une enquête ménage ou individu? Très bien. Alors, il s'agissait d'une enquête individu. A priori, mes collègues sont là. On est sur une enquête individu. Alors, les quotas, comme je l'ai dit, en fait, ils ont été calculés sur la base d'un recensement général de population. On visait 1000, on n'a pas atteint tous les 1000, donc peut-être cela peut expliquer certains quotas que vous estimez faibles, donc c'est possible. On n'a pas atteint tous les quotas, on s'est arrêté à un moment donné à 810, on espérait avoir 1000. Sur la question de représentativité, oui, c'était la base en fait, parce qu'on voulait vraiment avoir un certain nombre de quotas représentatifs de la population par âge, par géographie, etc. Donc, a priori, on visait la représentativité, mais vu qu'on n'a pas atteint tous les quotas, effectivement, il a fallu corriger ça après. Eh bien, merci. Autre question. Question de M. Abdoulaye Kamara. Dans votre enquête, comment aviez-vous géré dans la génération des numéros les types d'opérateurs et les personnes qui ont plusieurs numéros? Alors, très bonne question. Les types d'opérateurs, comme je l'ai dit, en fait, il faut toujours partir des registres officiels. Donc, pour tous les pays, il y a ce qu'on appelle le plan national de numérotation et aussi le dernier rapport de marché, de l'état de marché de chaque pays. Donc, vous allez pouvoir retrouver ça de manière assez facile sur tous les sites des autorités de régulation. Donc, on est parti d'abord regarder la taille, enfin, combien d'opérateurs on a déjà et quelles sont les plages allouées à chaque opérateur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays où on a la portabilité et dans les pays où on n'a pas de portabilité de numéro, le problème, il est différent. Mais je simplifie. Dans la majeure partie des pays d'Afrique, il n'y a pas de portabilité de numéro. Si vous voulez discuter un peu plus en détail sur la question de portabilité, on peut le faire en privé, mais ça complexifie les choses. Donc, je vais simplifier. On va sur le site des régulateurs télécoms. On a facilement le nombre d'opérateurs et on sait aussi quelle plage a été allouée à chaque opérateur. À partir de là, on est capable de générer l'ensemble des numéros possibles en fait pour chaque opérateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux autres informations. On a le nombre d'abonnés mobiles pour chaque opérateur. Alors, évidemment, ça ne dit pas quel individu il y a derrière. C'est-à-dire qu'on peut avoir 6 millions d'abonnés chez Orange et 4 chez Free, mais dans les faits, il y a des personnes qui sont à la fois chez Free et chez Orange. Ça ne le dit pas. Donc, ce qui est intéressant quand vous générez aussi vos numéros, c'est d'essayer d'avoir aussi une certaine cohérence avec la taille de marché. Typiquement, sur un pays où on a un opérateur A qui a 70% des numéros, à mon avis, ça ne sert à rien de demeurer aléatoire de manière totale et vous allez vous retrouver avec un échantillon qui ne contient que 15% de cet opérateur. Donc, il faut vraiment prendre en considération, à mon sens, ça c'est ce que nous on a fait pour le Sénégal, la taille de marché de chaque opérateur pour essayer d'avoir un échantillon qui contient des volumes équivalents par rapport à tous les opérateurs. Et donc, à la fin, vous allez avoir une liste en fait de numéros pour tous les opérateurs. Et chaque numéro est unique, en fait, évidemment. Mais rien n'exclut le fait que si on prend un numéro Free et qu'on prend un numéro Vodacom, on tombe sur la même personne. Et là, vous évitez les doublons en posant en début de questionnaire si la personne a déjà été enquêtée, si oui, sur quel numéro. Ou alors, tout simplement, quels sont les numéros dont dispose la personne, comme M. Léglé l'a dit en fait. Et avec l'ensemble des numéros que le sujet statistique a, vous allez pouvoir chercher rapidement dans votre base d'enquête et savoir si la personne a été enquêtée ou pas. Vous pouvez simplement aussi poser la question, est-ce que vous avez été déjà appelé dans le cadre de cette enquête et valider par après sa réponse, ne pas faire confiance forcément à sa réponse, mais cela permet d'éviter les doublons. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Je pense que oui, c'est vrai que le nombre de problèmes méthodologiques posés pourrait demander à ce qu'il y ait des échanges dans une autre enceinte que là. Alors, nous avons passé l'heure, mais je vais néanmoins continuer sur quelques questions, enfin, une sélection de questions, car nous en avons eu beaucoup. Nous avons une question de M. Oumar Diop. Pourquoi pour certaines catégories, les poids de calage sont nuls?
Alors, je pense que, alors, j'ai pas les chiffres en face, hein, mais je pense que c'est peut-être les. Alors, on n'a pas l'expert statisticien dans le call, sauf si le professeur Faye est présent, mais je pense que c'est peut-être les quotas qu'on n'a pas pu atteindre, en fait. Je le rappelle, on visait 1000, on a fini à 810, essentiellement pour une question de sous aussi. Donc voilà, on n'a pas tous les quotas, en fait. D'accord. Si certains de vos collègues sont effectivement présents parmi les participants, qui n'hésitent pas à prendre la parole pour compléter si besoin. Je vais poursuivre avec une autre question. Question de M. Nakizénon de la BCEAO. À combien évaluez-vous le taux de consentement après décrochage des appels? Alors, très très bien. Enfin, j'aurais pu vous donner ce chiffre-là en temps réel parce qu'on a toujours les tableaux de bord. Je crois qu'il est au-dessus de 90%. Après décrochage, on a eu un très bon ratio en fait. On a publié ces informations sur le site de l'IZ et le tableau de bord est disponible directement en live, donc vous allez pouvoir voir le taux là-dessus. Mais on était largement au-dessus de 90% après décrochage. Et ça, c'est peut-être parce qu'on a aussi informé les gens au préalable par SMS en leur expliquant le contexte et pourquoi on les appelait. En gros, en montrant patte blanche au début sur le fait que l'enquête a été autorisée, il y a eu un comité éthique qui a statué là-dessus, voilà, qui le fait, etc. Je pense que ça met les gens en confiance. Ça aussi, c'est un des facteurs qui pourrait expliquer ce gros taux-là. Mais on était largement au-dessus de 90%, effectivement, sur le Sénégal. Merci pour ce chiffre. Toujours une question de M. Nakizénon, enfin 2 questions. Quelle a été la durée des opérations de collecte? Et arrivez-vous à représenter au final la structure de la population? 3 semaines de durée de collecte et représenter, oui, les tendances étaient celles-là, effectivement. On avait une certaine représentativité. Alors, comme je l'ai dit, on n'a pas atteint tous les quotas, donc il y a eu des redressements qui ont été effectués, des corrections, etc. Mais à la fin, les tendances qui se dégageaient étaient effectivement celles de la population. Si mes collègues sont toujours là et qui veulent étoffer sur la partie résultats, qu'ils n'hésitent pas. On a porté le focus pas sur les résultats, mais encore une fois, les résultats sont disponibles à la fois sur le site de Ariakov, mais aussi sur le site de l'IZ, le partenaire qui pilote l'opération au Sénégal, quoi. Oui, d'ailleurs, les liens du site d'Ariakov sont certainement dans le diaporama qui sera mis en ligne sur le site de Paris 21. Donc, j'invite les participants à consulter ces détails. Alors, nous avons d'autres questions. Monsieur Romain Wounang, peut-on avoir plus de détails sur la méthode que vous avez utilisée pour identifier les numéros actifs en utilisant les SMS? Oui, tout à fait. Alors, le but du jeu, il y a ce qu'on appelle en fait, en fonction évidemment du partenaire technique que vous avez. Donc, encore une fois, c'est pas commercial. Ma présentation ne faisait pas référence à ce que nous on faisait. De manière globale, là, je suis obligé de parler des services, mais vous allez avoir en fait des prestataires de services qui vous permettent de pouvoir envoyer des SMS. Et en fonction de la technologie de ces prestataires de services, ils vont aussi vous permettre d'avoir le statut de livraison des SMS que vous avez envoyés. Donc, le statut de livraison va être soit OK, donc ça veut dire que le téléphone a effectivement reçu le SMS. Donc là, on est en face d'un numéro valide, sans débat. Le statut peut être non, le SMS n'a pas pu être délivré parce que le numéro est injoignable, inconnu. Donc là aussi, c'est clair. Ça veut dire qu'on est en face d'un numéro invalide, ou le statut peut être intermédiaire parce qu'il y a des fois où il y a des numéros qui ont été actifs il y a quelques semaines, mais qui ne se sont pas connectés au réseau pendant un certain temps. Donc là, même l'opérateur ne sait pas si ces numéros sont toujours actifs ou pas. Et en général, il vous communique un statut intermédiaire pour vous dire qu'il va réessayer d'ici là. Et donc, le but du jeu, c'est déjà de qualifier tous les SMS reçus sans équivoque comme numéro étant valide, d'éliminer tous les SMS non reçus pour cause de numéros inconnus, et ensuite de suivre ce statut de livraison-là pendant quelques jours, le statut intermédiaire, pendant quelques jours pour affiner les résultats. Et c'est à la fin que vous allez avoir une liste consolidée de téléphones qui ont reçu ou pas reçu les SMS. Et en fonction du partenaire technique avec qui vous travaillez, vous allez avoir la possibilité d'avoir automatiquement cette liste en fait, qui est générée par leur logiciel une fois que les SMS sont envoyés.
Merci pour cette réponse. Je vais prendre une dernière question. Question de Adamou Ima. Est-ce que les opérateurs de téléphonie mobile peuvent fournir une liste d'abonnés fiables pour l'enquête? Et qu'en est-il du problème des numéros de téléphone non identifiés qui ne facilitent pas la tâche des compagnies de téléphonie mobile? Donc, je pense que M. Légué, Stéphane avait répondu à cette question au début et moi aussi j'avais complété. En fait, en pratique, il est quasiment impossible en fait, d'avoir une collaboration avec les opérateurs téléphoniques pour qu'ils vous donnent accès à cette liste. En fait. Donc non, ils ne vous donnent pas les numéros. Qu'ils soient valides ou pas, ils ne vous les communiquent tout simplement pas. Donc je pense que le non à cette question élimine tout de suite la seconde partie, que le numéro soit identifié ou pas. À partir du moment où les opérateurs ne vous les communiquent pas, vous devez vous-même les qualifier d'une manière ou d'une autre. Oui, d'accord, merci. Merci. Je vais faire une dernière tentative avec Dora Draïev pour voir si jamais elle est toujours en ligne. Dora, est-ce que vous nous entendez? Dommage, on avait un certain nombre de questions qui s'adressaient à elle. Bon, je vous propose de passer à la conclusion de ce webinaire. Je vous remercie pour ces échanges très riches. On voit que le sujet voilà, pose énormément de problèmes techniques. Et je vais passer la parole à mon collègue Philippe Gafichi de Paris 21 pour la conclusion du webinaire. Le micro n'est pas activé, Philippe. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Et merci à tous les participants à ce webinaire. Ça se voit clairement l'intérêt de cette conférence depuis hier et aujourd'hui. Les questions qui ont été posées sont beaucoup de questions et des questions vraiment très pertinentes. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Et je rappelle en fait que cette 5e conférence fait suite à... Pardon, Philippe, excuse-moi. Oui. Votre micro, ça ne marche pas très bien. Est-ce que vous pouvez un petit peu régler ça? Oui, peut-être. Allô? Ça va? Non. Ça va mieux? Allô? Non, Philippe. Peut-être. Allô? Ça va? Oui, on vous entend quand même. Oui, on t'entend. Parle fort peut-être. Il doit y avoir un problème de réglage du niveau d'entrée du micro. Probablement. D'accord. Vous m'entendez mieux? Oui, parfaitement. Très bien. Je disais juste que je voulais remercier tout le monde, tous les participants à cette 5e conférence. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de questions parce que tout simplement, les interventions étaient extrêmement intéressantes et de très haute qualité. Et je tiens à remercier sincèrement tous les panélistes, ceux qui ont intervenu hier et ceux qui ont intervenu aujourd'hui. Ça a été une thématique très technique, mais extrêmement intéressante. Et je pense que les uns et les autres ont trouvé des éléments de réponse qui peuvent nous aider à améliorer la mise en œuvre des enquêtes par téléphone. Je voudrais aussi remercier beaucoup l'équipe qui a organisé cette série de conférences. Ici, je voudrais remercier l'équipe d'Afristat, INSEE, Paris 21 et UNECA. Vous remarquerez en fait que cette série de conférences a commencé fin juin cette année
Et donc, cette 5e conférence, en fait, nous donne une moyenne d'une conférence par mois. Et je pense que cet environnement a beaucoup aidé à partager les expériences des uns et des autres. Et nous pensons que ça a vraiment apporté une valeur ajoutée à tout un chacun. Donc, voici que cette conférence, en fait, qui se passe au mois de décembre, sera la dernière conférence pour cette année. Mais nous envisageons de continuer dans presque le même format les conférences l'année prochaine. Et ici, nous allons nous concentrer sur des thématiques techniques. Vous avez vu comment ça a été intéressant aujourd'hui. Donc, nous allons organiser ensemble des séminaires de ce genre et nous allons faire appel à des thématiques. Si vous pensez que vous pouvez nous suggérer, nous proposer des thématiques qui soient des thématiques actuelles et très intéressantes, ça sera les bienvenus. Et en réalité, en fait, vous remarquerez que ces échanges permettent d'une manière ou d'une autre de repenser la transformation des systèmes statistiques afin de répondre efficacement à la demande croissante des données engendrées par des situations parfois critiques, des situations de pandémie, par exemple, et des nouvelles données qui sont demandées par les décideurs et le public. Et donc, les systèmes statistiques nationaux sont obligés de se transformer et d'être à la hauteur de délivrer les données qui sont demandées. Voilà donc l'année prochaine ce qu'on va essayer de faire. On sera en contact avec vous et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter directement. Donc voilà, nous acheminons vers la fin de l'année. Je ne peux que vous souhaiter une très bonne santé et de très belles ou bonnes fêtes de fin d'année. Nous allons faire circuler une fiche d'évaluation, s'il vous plaît. Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer la façon dont nous organisons ce genre de conférences, mais aussi nous voudrions recevoir vos préoccupations par rapport à des questions à aborder. Ça va nous permettre de faire un bon choix pour la suite des conférences. Je vous remercie beaucoup et bonne fête de fin d'année en avance pour tous. Merci.